bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes un journaliste du Nouvel Obs de longue date et vous avez une longue carrière donc, dans ce grand hebdomadaire national, déjà à l'époque de Jean Daniel et au-delà, dans les années 70. Ça nous intéresse aujourd'hui de savoir un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Je crois que vous êtes né en 41 à Tunis, c'est ça? Voilà. Et donc, comment vous êtes arrivé au journalisme? Vous me l'avez expliqué dans un autre contexte, mais là, on est dans le cadre du podcast. Comment vous êtes arrivé au journalisme? Je suis arrivé au journalisme par accident. Mon père voulait exercer une profession de pharmaceutique, il n'était pas pharmacien, et il rêvait toujours d'avoir, il sublimait les pharmaciens et il voulait toujours que je sois pharmacien. Donc quand je réussis à mon bac en Tunisie, il m'a inscrit, dès ma réussite, il m'a inscrit à la faculté de pharmacie. Pour être pharmacien en Tunisie, il fallait d'abord faire un stage en Tunisie, dans les pharmacies, et puis continuer à la faculté de Paris, à la faculté de pharmacie de Paris. Et donc quand je réussis mon stage en Tunisie, où j'apprenais à la pharmacie à faire les sirops, les suppositoires, les ovules, etc., j'ai réussi, donc je suis allé à Paris m'inscrire à ma première année de pharmacie. Et là, le hasard a fait que je rencontre un ami qui me dit « Mais t'es fou !» Non, il me dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit « Écoute, moi je me suis inscrit à l'instant à la faculté de pharmacie et je vais faire pharmacie. » Et là, il me démolit complètement dans mes certitudes. Il me dit « Mais pharmacien, mais t'es fou, tu sais pas ce que c'est représenté, c'est pas être un épicier avec une blouse noire et tout. » Et sur le coup, ça m'a complètement démoralisé et j'ai changé de voie. J'ai fait sciences économiques parce que j'étais bon en maths et je me suis inscrit donc à la faculté de droit et sciences économiques et j'ai connu des amis qui m'ont introduit dans le journalisme, justement Bénichou, et qui m'ont introduit. C'est comme ça que petit à petit, je suis devenu au départ un départ difficile, je suis devenu journaliste. Mais rentrer de plein pied comme ça dans un grand hebdomadaire qui venait de naître 2 ans ou 3 ans avant, et c'était pour moi un plongeon dans l'inconnu et que j'ai essayé de gagner. Vous y êtes depuis combien d'années? Moi, j'ai quitté il y a 3 ans, il y a 2 ans, 3 ans, et depuis 50 ans. Alors là, on rentre dans le questionnaire maintenant du bonheur, c'est les autres. Si je vous demande comme ça spontanément, c'est quoi votre définition du bonheur? Comment vous définiriez le bonheur? Le bonheur, c'est un combat permanent. C'est-à-dire que on peut passer du malheur au bonheur très rapidement. Le malheur, on peut être toujours triste, malheureux, penser à autre chose. Et le bonheur, je crois que je le définirais d'une formule. C'est être bien soi-même et envers les autres. Si je vous demande quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface, vous me répondez quoi? Alors, comme tous les juifs tunisiens dont je suis, les moments de bonheur, je crois qu'on les a eus avec la mère. Notre mère nous a cajolés, nous a adorés, plus qu'adorés même. Elle nous a protégés. Et donc, j'ai pour cette mère-là une reconnaissance débordante. Et vous étiez plusieurs frères et sœurs ou... Non, j'avais une sœur, mais que dans la mentalité du juif tunisienne, c'était le garçon toujours qui était le favori, le bien-aimé. Et on négligeait toujours un peu la fille. Et moi, ma mère m'a couvé. Elle avait peur que je tombe quand je descendais les escaliers. Attention, tu vas tomber. C'était une protectrice fabuleuse et je crois que ça m'a beaucoup marqué. Si je vous demande le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile, et pourquoi? Alors, les livres, comme tout le monde, qui sont passionnés par l'écriture, j'en ai lu beaucoup. Alors, en choisir un, alors là, c'est un peu compliqué. Alors, j'aime les écrivains étrangers, j'en ai lu quelques-uns, mais un qui m'a beaucoup marqué, c'est Garcia Marquez, qui a écrit 100 ans de solitude. Voilà, qui a écrit un très très beau livre, et il m'a beaucoup marqué, que j'ai d'ailleurs encore gardé. Et je l'ai tellement usé que j'ai recouvert avec une vieille couverture. Alors, Garcia Marquez m'a beaucoup marqué, et à tel point que je suis allé en Colombie pour voir un peu j'ai poussé la curiosité à voir comment a été fait ce pays-là.
D'accord. Ça, c'est pour le livre. Alors pour les films, un film qui m'a passionné, il y en a tellement aussi là. C'est vraiment une question piège. C'est une question piège. Un film. J'ai beaucoup aimé les films d'amour qui se terminaient toujours mal. Et dont un qui m'a beaucoup marqué parce que c'était une passion. Je me rappelle plus le titre, peut-être qu'il me viendra. Mais c'était un film dont une femme était très amoureuse de quelqu'un et ils ne pouvaient pas se voir parce qu'ils avaient des occupations, des professions différentes et au moment où ils ont fixé un rendez-vous, enfin ils ont cité ce rendez-vous et dans le film elle va au rendez-vous et lui rate l'avion et il peut pas venir et donc elle croit qu'il a fait exprès de venir et elle se tue. Un film formidable dont je voulais le titre. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver pour être heureux dans la vie? Me priver, bien sûr, il y a des conditions financières. Il faut qu'on soit bien dans un cadre bien. J'ai passé tous les obstacles. J'ai vécu dans une bianderie quand je suis arrivé de Paris, de Tunis à Paris. J'avais loué une bianderie, un escroc qui m'avait vendu ça, où il y avait ni une salle de bain, ni on pouvait boire, ni rien du tout. Enfin, c'est juste une bianderie. Et après, j'ai trouvé un copain avec qui j'ai partagé l'appartement qui était un peu mieux. Donc, vivre dans de bonnes conditions, ça a été un but de ma vie. Pas milliardaire, ni riche, ni rien, mais avoir juste un petit bureau et surtout des livres qui me permettaient de me lire. Je crois que ma nourriture livresque est très, très importante. Voilà. J'ai toujours privilégié mon apport de livres. D'ailleurs, mon bureau est rempli, j'arrive plus à rentrer tellement qu'il y a des livres. C'est assez caractéristique que vous ayez commencé par l'aspect matériel, donc l'argent, etc. Donc pour lequel vous avez eu vous en avez manqué en fait quand vous étiez jeune. Ah oui, beaucoup, voilà. Terriblement. Est-ce que ça peut expliquer d'ailleurs, parce que vous avez été connu à un moment donné en faisant des reportages et des fleuves sur des comportements déviants de milliardaires et compagnie, si je me rappelle bien. Ah oui. Est-ce que ça peut être une explication? Non, l'explication c'est que c'est vrai que la pauvreté dans laquelle je baignais et tout ça nous donne comme objectif de surveiller comment vivent les milliardaires. Et c'est une fascination. Et au journal, je me suis passionné sur qu'est-ce que c'est être riche, combien il fallait. Et c'est pour ça que j'ai réussi en France, au Nouvel Observateur, à être le premier à parler de la fortune des Français. Un livre, une enquête qui m'a valu des soucis. Le succès et des soucis. Et voilà. Quel est le mot de la langue française que vous préférez? Quel est le mot de la langue française que vous préférez? Alors le mot, il y a tout un dictionnaire, hein. Ouais. Mais le mot, moi je suis d'accord avec toi. Je suis toujours d'accord avec les gens. Je commence toujours mes phrases en disant je suis d'accord. Je sais pas pourquoi, mais je suis d'accord parce que pour avoir le temps de donner le contraire. Je ne brusquais pas les gens en disant je suis pas d'accord avec toi. Je dis je suis d'accord, mais voilà. Alain, est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Ah non, toujours des autres. Alors expliquez-nous ça. Je me soucie toujours des autres parce que je ne supporte pas ni la misère et ni l'offense, je ne supporte pas. J'habite à Paris une rue piétonnière et dans cette rue il y a plusieurs mendiants et je m'évertue tous les jours à donner 3 pièces à l'un, à l'autre et les trois et pour moi je ne supporte pas les gens malheureux. C'est ça que... C'est votre philosophie de vie. Une philosophie de vie? Ça fait partie de votre philosophie de vie? Oui, elle est primordiale. C'est la souffrance et la misère. Je ne supporte pas les deux. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Le mensonge. Les gens qui mentent ou qui... mais ça me... J'aime bien... je ne peux pas empêcher quelqu'un de mentir, mais j'aime pas quand ça sonne faux. Je préfère... Et je les traque. Je traque les menteurs. Donc vous n'êtes pas indulgent pour eux. Hein? Ouais. Donc c'est l'inverse. Là, vous n'êtes pas indulgent pour les gens qui mentent.
Ah oui, oui, oui. Donc vous n'êtes pas indulgent avec eux. Moi, je vous demande le défaut pour lequel vous êtes indulgent. Le défaut pour lequel je suis indulgent, certainement pas le mensonge. Tout le reste, oui, qu'on bluffe, qu'on s'amuse et tout, oui, mais sauf le mensonge, parce que le mensonge, je dois avoir un 8e sens qui détecte tout de suite le mensonge. Voilà. Donc c'est ça que je supporte pas chez les gens. Et donc celui que vous préférez, c'est quoi? Enfin, celui que vous tolérez, c'est quoi? Celui que c'est l'embellissement. C'est quand le type me dit, oh là là, j'ai acheté une belle voiture, j'ai acheté l'explosion de la belle chose. Donc la mythomanie, oui, mais pas le mensonge. Alors. Voilà. Bravo, c'est exactement bien résumé. La France est un pays extrêmement pessimiste. On est le 3e dans les différents classements récents. Il y a le 3e pays le plus pessimiste du monde. Donc en fait, on peut considérer qu'il y a des gens qui sont optimistes et des gens qui sont pessimistes. Mais bon, globalement, la France est un pays pessimiste et qui est de plus en plus pessimiste au fil des enquêtes. Vous, je ne sais pas dans quel clan vous vous mettez. Est-ce que vous considérez que vous êtes plutôt quelqu'un d'optimiste ou quelqu'un de pessimiste? Mais si je vous demande qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir, vous me répondriez quoi? Vous avez des petits-enfants peut-être? Qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour leur vie de demain? Oui, je comprends. Non, l'optimisme, c'est très particulier, l'optimisme. L'optimisme, c'est une création de l'esprit. C'est-à-dire, on peut être malheureux, mais être optimiste. C'est ça qui est... C'est-à-dire, on peut vivre moyennement, avec un apport... on ne pourra pas aller plus loin. Mais on peut toujours être optimiste, parce que l'optimisme, on le trouvait si on est récompensé, si on a une bonne retraite, ou un bon salaire, etc. Et je trouve ça... Et les enfants, je voudrais créer en eux cet optimisme qui leur permet de croire en l'avenir. Donc c'est un cheval de bataille. C'est un cheval de bataille. Et donc, vous voyez quoi comme perspective? Parce qu'effectivement, en ce moment, c'est particulièrement compliqué d'être optimiste quand même, malgré tout. Oui, d'être optimiste pour arriver, c'est-à-dire pour qu'il ait de quoi s'assumer personnellement et ne pas compter sur les autres. Voilà, pour qu'il soit lui-même le détenteur de son plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines et les mois à venir? Un succès pour votre livre ou autre chose? Ah non, je suis pas du tout ce qui me concerne. Je suis pas, comment dirais-je, un type qui va demander une récompense d'un travail. Je pense que si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche. Je suis très objectif de ce côté-là. Je laisse faire les choses. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'y peux rien. D'accord. Donc on vous souhaite une bonne santé. On vous souhaite plein de belles choses. Merci. Et on vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, le bonheur, c'est les autres. Exactement. C'est les autres et de les avoir avec eux. Merci Alain.